Frappons plus fort. TV Liberté a multiplié par 3, parfois par 5 ses audiences en un an. Nous sommes désormais une force de frappe au service de nos idéaux communs. Cette nouvelle puissance de feu, malgré les censures, s'avère indispensable pour participer au libre discernement des Français. La presse alternative française doit peser dans les choix cruciaux de demain. Avec votre aide, elle va être en capacité, ici comme d'autres ailleurs, de contrer le camp de la renonciation, le camp de la trahison. Nous avons franchi un cap. Les chiffres ne mentent pas, ils ne trompent pas. Les nouvelles émissions arrivent, la mobilisation des équipes de TVL est totale, les talents sont là. Alors que se joue comme chaque année à cette époque le budget annuel de TV Liberté, je vous demande de répondre présent à notre appel en versant un don. Rejoignez la communauté de ceux qui, selon la très belle image de Sylvain Tesson, préfèrent vivre en plein vent que de survivre dans le formol résigné face à la puissance destructrice de l'ennemi. En avant, en plein vent. Frappons plus fort. Bienvenue à tous dans ce Zoom. Mon invité est spécialiste des migrations et de l'Afrique, Jean-Paul Gourevitch. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Paul Gourevitch, en plus de cette spécialité, de ces spécialités, vous êtes démographe, vous avez enseigné à l'université Paris 12, vous venez nous présenter aujourd'hui cet ouvrage, La France en Afrique, 1520-2020, vérité et mensonge. Commençons par une petite question un peu ironique, Jean-Paul Gourevitch. Est-ce que vous prétendez vouloir écrire un tome 2, non pas La France en Afrique, mais l'Afrique en France? Alors, comme vous l'avez peut-être vu, dans le dernier chapitre, dans les derniers chapitres, j'explique qu'on ne peut pas parler de la présence française en Afrique sans évoquer la présence des Africains en France. Sur les 25% de personnes d'origine étrangère que compte la France, vous avez aujourd'hui une sorte d'équilibre entre les Africains subsahariens d'un côté et les Maghrébins de l'autre. Donc, ça représente quand même 5 à 6 millions de personnes, et ces 5 à 6 millions de personnes, c'est 8 à 9% de la population française. Et nous enregistrons, je le précise à nos téléspectateurs, ce Zoom quelques heures après l'attentat qui est survenu à Nice. Est-ce que, Jean-Paul Gourevitch, deuxième question un peu plus cynique, on va dire, est-ce qu'on peut entretenir une relation, vous qui êtes un spécialiste des migrations et de l'Afrique, entre ces deux notions et le terrorisme? Alors, bon, vous savez que les spécialistes n'aiment pas raisonner à chaud. Donc, j'attends un petit peu de savoir, avant de m'exprimer sur Nice, ce qu'il en est du terrorisme, de ses motivations, surtout de son origine, de s'il est né en France ou pas. Bon. Qu'il y ait une liaison entre Afrique et migration, je viens de le dire. Qu'il y ait une liaison entre migration et terrorisme, il y a effectivement des terroristes qui sont venus par les flux migratoires, mais il y a aussi des terroristes qui sont nés en France, parfois de parents d'origine étrangère, mais parfois aussi des convertis, et qui sont souvent même les plus impliqués dans l'action directe. Alors, rentrons à présent dans le vif du sujet. Jean-Paul Gourevitch, avec vous pour cet ouvrage, je le répète, La France en Afrique. Pourquoi, Jean-Paul Gourevitch, la présence française en Afrique est-elle toujours polémique, toujours tabou, 60 ans après les décolonisations? Alors, c'est vrai. Quand vous faites un travail qui porte sur 5 siècles, vous avez des tabous qui concernent le passé de la France en Afrique, vous avez des tabous qui concernent le présent
de la France en Afrique, et vous avez même des tabous ou des interrogations parfois violentes sur les scénarios possibles du futur. Je crois que on a là une caractéristique un petit peu habituelle. Les chercheurs français et les chercheurs africains, je travaille avec les uns et les autres, ne sont pas véritablement d'accord sur le passé colonial de la France. Et même sur ce qui s'est passé avant les décolonisations et juste après les décolonisations. Paradoxalement, c'est plutôt en France que la polémique est née avec ce qu'on appelle les décoloniaux aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui considèrent que toute l'action de la France est négative et qui font une sorte de bilan catastrophique de la présence française en Afrique. Ce qui est sur certains points vrai et sur d'autres pas véritablement exact. Donc notre travail à nous est assez compliqué parce qu'il faut à la fois pointer les zones d'ombre et puis les aspects positifs. Un sentiment anti-français pour expliquer ce tabou sur cette présence française en Afrique. Vous me l'expliquiez avant ce plateau, largement enseigné dans les manuels scolaires, ce sentiment. Alors, c'est vrai que les Africains qui sont baignés dans les manuels scolaires, et je le sais puisque j'ai aidé certains Africains à faire leurs premiers manuels scolaires, mais je ne me suis pas impliqué dans la partie historique, les manuels scolaires africains ont tendance à survaloriser l'apport des Africains à l'indépendance et à considérer au contraire que l'action de la France a été une action retardatrice ou même parfois opposée aux indépendances. Ce qui est quand même assez étonnant quand on se souvient que le général de Gaulle, dans le référendum de 1958, a laissé la possibilité aux Africains de choisir l'indépendance ou de choisir ce qu'il appelait à ce moment-là la communauté et qui a amené finalement comme une sorte de domino tous les Africains, tous les pays africains à réclamer, revendiquer et obtenir leur indépendance en 1960. Est-ce que le Royaume-Uni, Jean-Paul Gourevitch, est également, comme la France, victime de ces polémiques sur sa présence en Afrique ? Non, je crois que d'abord, notre présence en Afrique était plus importante. Compte tenu du nombre de pays et de l'espace qui était couvert. D'autre part, nous avons fait à la fois des choses qui étaient positives sur l'éducation, sur la santé, sur l'apprentissage de la démocratie, et puis d'autres qui étaient négatives, et l'exploitation commerciale, la traite atlantique, le travail forcé. Or, ce que retiennent les Africains, c'est d'abord ce qui était négatif. Ils ne voient pas, par exemple, et ça c'est un des éléments clés de l'ouvrage, quand on se pense sur le passé de l'Afrique, on ne peut pas expliquer la traite atlantique si on ne parle pas de la traite arabo-musulmane, et d'autre part, on confond joyeusement l'esclavage et la traite qui sont absolument pas la même chose. La traite, elle a été arrêtée en 1814, l'esclavage a été aboli en 1848. L'esclavage, c'est un rapport à la fois psychologique, économique, familial. La traite, c'est une stricte opération commerciale. Vous échangez un produit qui à l'époque s'appelait le nègre contre des marchandises. Avec la complicité d'un certain nombre de chefs africains, bien entendu. Donc, toute cette désinformation sur le passé de l'Afrique qui affleure dans les manuels scolaires fait que quand l'Africain devenu adulte s'interroge sur son passé et son avenir, il a tendance à charger la barque et à dire « bon, la France est quand même responsable de tout ce qui ne va pas chez nous ». Je vous cite Jean-Paul Gourevitch, la France peut être fière de ce qu'elle a fait
en Afrique, pour l'Afrique, et surtout de ce qu'elle a fait faire aux Africains. Sans la France, quel serait l'état actuel de l'Afrique? Alors, quand j'ai dit qu'elle est fière sur certains points, et puis il y a d'autres points, il ne faut quand même pas laisser tomber les zones d'ombre. Je veux dire que même quand on a instauré le travail forcé, c'est pas de l'esclavage au sens propre du terme, parce que les Africains étaient payés, mais ils n'étaient pas particulièrement volontaires pour le faire. Bon, alors, la question que vous posez, sans la France, quel aurait été le destin de l'Afrique? C'est une question à laquelle personne ne peut aujourd'hui répondre, parce qu'on est dans la simulation. Il y a 2 pays africains qui n'ont pas connu véritablement la colonisation, c'est le Libéria et l'Éthiopie. On ne peut pas dire que ce soit des exemples. Pourquoi? Le Libéria a été travaillé par des guerres civiles épouvantables. L'Éthiopie est tombée à un moment sous la domination de potentats communistes ou communisants ou bénéficiant des largesses des communistes russes. Et ces 2 pays n'ont pas véritablement décollé ni sur le plan économique, ni sur le plan sociétal. Alors, vous citez dans votre ouvrage, Jean-Paul Gourevitch, les maux de l'Afrique, génocide, guerre, terrorisme, corruption, chômage, misère. Comment expliquez-vous l'échec de la politique de développement de la France en Afrique? Alors, l'aide au développement, qui au début part de très bons sentiments, permettre aux Africains de devenir autonomes, les aider pendant les périodes difficiles, elle a des éléments positifs, elle a aussi des éléments négatifs. J'ai essayé d'expliquer, et ça a créé des polémiques, que l'aide au développement ne freine pas du tout les migrations, qu'au contraire, elle les augmente. Et c'est assez facile à comprendre. Pour réussir une migration, il faut 3 choses. Il faut d'abord avoir à vendre quelque chose, à vendre son intelligence, à vendre sa force de travail. Qu'est-ce qu'a fait l'aide au développement? Elle a développé l'éducation et en même temps, il n'y a pas d'emploi pour les gens qui ont été éduqués. Donc, ils ont envie d'aller ailleurs. Deuxièmement, l'aide au développement a apporté des flux financiers et pour réussir sa migration, il faut bénéficier de finances qui vous permettent de payer votre passage, surtout si les clandestins, et puis d'autre part, de commencer à rembourser quand vous serez installé ceux qui vous ont prêté. Bon, donc là encore, l'aide au développement facilite la migration. Et puis, 3e point, qui est peut-être le plus important, pour réussir sa migration, il faut disposer, dans le pays où on va, d'une diaspora qui va vous aider à obtenir des papiers, à obtenir un logement, à trouver du travail, à faire les démarches administratives. Or, les diasporas jouent un rôle fondamental là-dessus. Et quand la personne issue de la diaspora revient en Afrique l'été, par exemple, elle ne revient pas les mains vides. Elle ne revient pas menottée. Elle revient avec plein de cadeaux. Avec des francs CFA. Enfin, elle revient avec de l'argent qu'elle a gagné dans le pays. De l'argent et surtout des biens de consommation. Et parfois, celui qui revient, il s'est endetté pour ça. Mais ça, il ne va pas le dire. Et donc, ceux qui le voient arriver se disent, il est riche, il a réussi, donc allons-y. D'ailleurs, justement, comment vous voyez... Jean-Paul Gourevitch, tous ces millions qui sortent d'Europe pour revenir, pour aller vers l'Afrique? Alors, on a fait un travail là-dessus, qui est un travail d'échantillonnage, parce qu'on ne peut pas en faire un travail complet, pour voir à quoi servait l'argent des transferts de fonds. Alors, l'argent sert d'abord à la survie des familles. Ça, c'est le premier point. Il permet à chaque famille de vivre un peu mieux. Bon. Deuxièmement, l'argent sert à construire les 2 choses importantes, les écoles et les mosquées. Et accessoirement, à faire des puits. Troisièmement, cet argent sert aussi à certains
pour passer d'un commerce individuel à une sorte de petite exploitation familiale collective. En revanche, cet argent est très très peu investi dans le développement de l'Afrique. Donc l'aide au développement, elle, veut s'investir dans le développement. Les transferts de fonds, c'est plus pour aider la famille. Et ce dont a besoin l'Afrique, fondamentalement, c'est ce qu'on appelle les IDE, c'est-à-dire l'investissement étranger et des investissements étrangers dans la France, dans l'Afrique subsaharienne francophone, il y en a très peu. Vous évoquez également dans votre ouvrage, Jean-Paul Gourevitch, les réussites de l'Afrique, elles sont souvent minorées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces réussites ? Quand vous vivez en Afrique, vous vous apercevez que les Africains se débrouillent. Ils ont une capacité de débrouillardise, d'utilisation de l'économie informelle pour survivre que nous n'avons peut-être pas, nous. Bon. Deuxièmement, il y a des créations africaines importantes sur le plan de la littérature, sur le plan du théâtre, sur le plan du cinéma, sur le plan de l'art, sur le plan du vêtement. Il y a une joie de vivre africaine que vous voyez très bien dans la musique et dans la danse. Il y a un tourisme qui pourrait se développer de façon extraordinaire parce que l'Afrique est archi-diverse. Et malheureusement, très peu de pays se sont lancés dans ce développement touristique, et ceux qui se sont lancés dans le développement touristique ont généré des arrivées très importantes, mais en même temps, ça a créé des tas de conflits internes. Je veux dire que, à part la Namibie, qui est quand même un cas particulier, où là vous êtes complètement tranquille et vous n'êtes pas perpétuellement sollicité par des gens qui vous demandent une aide, etc., dans la plupart des pays africains, le touriste, surtout s'il est européen, se trouve en but à une sorte de pression perpétuelle. Et ça, les Africains comprennent difficilement, parce que c'est aussi leur mentalité, que certains Européens, ils en ont assez qu'on leur demande perpétuellement de payer pour ceci, de payer pour cela. Et bon, ça c'est un élément quand même du tourisme. Et puis je crois que l'Afrique est un pays extrêmement riche en matières premières, sauf que ces matières premières, souvent, elles ont été développées économiquement et industriellement par des puissances étrangères, et c'est aussi une des rancunes très profondes que l'Afrique a vis-à-vis de ceux qui l'exploitent. Et justement, sur ces ressources, pourquoi les Africains ne les ont-ils pas exploitées eux-mêmes ? Alors, bon, là, je dirais que la France n'a pas bien su créer cette classe sociale intermédiaire de techniciens, d'ingénieurs qui, sans être des chefs d'entreprise, sont capables de faire tourner une économie. On a mis beaucoup de temps à s'intéresser à tout ce qui était technique. Or, en Afrique, ce qui est technique, c'est fondamental. Parce que, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ? Vous avez un équipement qui ne fonctionne plus. Avec l'aide au développement, on dit, on le remplace. Alors que on pourrait tout à fait le réparer et qu'il y a un besoin de réparateurs, d'installateurs qui est extrêmement important et que nous n'avons pas bien su former. Il y a en France et plus largement en Occident, Jean-Paul Gourevitch, une image de l'Africain colportée par les films, les écrits, les dessins. Quelle analyse en faites-vous ? Alors, ça, c'est un peu mon sujet, puisque vous savez que je travaille beaucoup sur les problèmes d'image et d'illustration. J'ai eu l'occasion de montrer que la guerre de 14-18, par exemple, a transformé l'image que les Français avaient de l'Afrique et que les Africains avaient de la France. Avant, l'Africain était considéré d'abord comme un sauvage, à la limite, parfois même un anthropophage, ou une curiosité géographique ou sociétale. Après la guerre de 14-18, quand on a vu le courage des Africains qui se sont battus aux côtés des Français,
on a eu plus de respect pour eux, même si toutes les accusations de sauvagerie n'ont pas disparu, et s'il est resté un côté un peu paternaliste qu'on retrouve très bien dans Tintin au Congo, par exemple. Bon, mais l'Africain n'était plus un sous-homme, il était une sorte de personnage rigolard, joyeux, et qui pouvait être éduqué jusqu'au point d'arriver où en était le français moyen. On voit bien que la transformation de l'image de l'Africain, elle date de la guerre de 14-18, elle a été amplifiée après 1945 par le fait que la France a permis aux Africains d'avoir leurs députés, non pas à dose homéopathique comme Blaise Diagne, qui était le premier député africain en 1914, mais chaque pays africain dans l'Union française, donc entre 1945 et 1958, était représenté par des députés avec des élections. On a développé un processus démocratique qui était tout à fait nouveau en Afrique. Il y a, selon vous, pour vous, Jean-Paul Gourevitch, une nouvelle génération de dirigeants africains qui ont fait leur la tradition, le modèle démocratique. Comment l'adapte-t-il à la tradition africaine ? C'est très difficile, justement. Ce qui est un petit peu flagrant quand on regarde la situation de l'Afrique aujourd'hui, et je parle quelques jours avant les élections ivoiriennes du samedi 31, c'est que l'Afrique est gouvernée par des gens âgés, alors que la population africaine, la majorité de la population africaine a moins de 30 ans. Donc là, il y a une sorte de contradiction. Et alors, entre les deux, vous avez les jeunes cadres. Et ces jeunes cadres, il y a deux aspects qui m'ont frappé lors de mes missions en Afrique. La première, c'est que ces jeunes cadres, même s'ils respectent les anciens, les considèrent comme parfaitement corrompus. Est-ce qu'ils ont raison ? En partie, oui. La corruption africaine, c'est quand même un élément clé. Hein. Bon, regardez, le président Ouattara n'a pas pu se faire remplacer par son dauphin, parce que son dauphin était pris dans un trafic de cocaïne. Bon, quand même. Hein. Ouais. Alors, et ça explique qu'il se représente à 78 ans contre un adversaire qu'on a à 86. Bon, alors, il y a ça, et puis il y a un phénomène beaucoup plus inquiétant et qui est mal connu, c'est la montée chez un certain nombre de cadres africains d'une tentation de l'islamisme radical. Et comme certains le disent, on a tout essayé. On a essayé le marxisme, le communisme, le castrisme, le libéralisme, la Banque mondiale, la démocratie, rien ne marche. Et alors, au lieu de se poser la question « pourquoi ?» est-ce que rien ne marche? Et quelles sont nos responsabilités? Eh bien, on se dit, pourquoi ne pas essayer l'islamisme? D'autant plus qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive par les monarchies du Golfe, par les fondations, par les universités islamiques qui sont créées en Afrique. Donc, je ne dis pas que ça concerne tous les cadres, c'est une minorité, mais il y a cette tentation de pourquoi pas l'islamisme aujourd'hui? Et on le voit bien dans ce qui se passe au Sahel actuellement. Nous, on joue un peu les lanceurs d'alerte, hein, et on n'est pas écouté, c'est normal. Mais c'est pas agréable. Mais quand on dit aujourd'hui, au Sahel, il y a quand même un risque important d'avoir un califat, et un califat qui sera établi avec l'aide de puissances étrangères, mais aussi de cadres africains qui s'impliqueront là-dedans. On nous regarde avec des yeux ronds en se disant c'est les peurs, c'est l'extrême droite qu'il est en train d'instrumentaliser. Pas du tout. C'est un fait. Et on ne peut aujourd'hui ni se retirer du Sahel, ni y rester. C'est quand même une tragédie.
De l'argent, Jean-Paul Gourevitch, comme vous dites, il en arrive aussi beaucoup via les entreprises chinoises, via les entreprises américaines, qui d'ailleurs détiennent beaucoup de puits de pétrole et de gaz en Algérie. Comment les Africains voient la présence de ces deux puissances sur leur territoire? Alors, les Chinois sont très présents en Afrique subsaharienne. Moi, je ne traite que de l'Afrique subsaharienne Exactement. francophone, soyons bien clairs. Même si je fais quelques fenêtres ouvertes sur le Maghreb et sur l'Afrique subsaharienne, lusophone, hispanophone ou anglophone, mais je ne traite que de ce que je connais bien. Bon. Les Chinois, au début, ont été accueillis à bras ouverts. Sauf que les Africains se sont quand même aperçus assez vite que les Chinois ne sont pas du tout des partisans des droits de l'homme et qu'ils visent à s'implanter, utiliser des Africains comme main-d'œuvre et endetter encore un petit peu plus l'Afrique. Surtout à bénéficier d'un certain nombre de matières premières que les Africains ne peuvent pas exporter en Europe. Et l'exemple de l'ivoire, sur lesquels la Chine a mis le grappin, montre très bien que tout cet ivoire qui est interdit en Europe, eh bien, elle part maintenant en Chine. Ça sera ma dernière question, Jean-Paul Gourevitch. Vous affirmez que, concernant la présence de la France en Afrique, le temps de la langue de bois et du terrorisme intellectuel semble sur son déclin. Où est-ce que vous voyez ça? Alors, je dirais, bon, c'est peut-être un peu optimiste de ma part, je veux bien l'admettre, mais je dirais quand même qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la traite arabo-musulmane. C'est aujourd'hui reconnu, non seulement par la communauté scientifique, mais même par des Africains, même s'ils ne l'avouent pas, même si ils ont... Comme l'a dit Marc Ferraud, quand l'Africain parle de la traite arabo-musulmane, sa plume tremble un peu. Bon, ça c'est quand même quelque chose qui peut être dit. On ne conteste plus non plus les efforts qui ont été faits sur le plan de la santé. Vous posiez tout à l'heure la question, que serait devenue l'Afrique si la France n'était pas là? En tout cas, c'est quand même la France qui a mis en place les structures de santé, même si elles sont insuffisantes, même si certaines sont détournées, mais c'est un fait. Bon, donc je dirais que même dans la communauté intellectuelle française qui penche très nettement à gauche, on peut dire aujourd'hui qu'il y a des sujets qu'on peut aborder qui aurait été interdit complètement il y a une vingtaine d'années. On aurait également pu se poser la question, Jean-Paul Gourevitch, de savoir ce que serait devenue la France sans l'Afrique, mais ce sera peut-être l'objet d'un prochain Zoom avec vous, Jean-Paul Gourevitch. Votre ouvrage, c'est l'Afrique, j'allais dire l'Afrique en France, mais non, c'est la France en Afrique, 1520-2020, vérités et mensonges, un livre que les téléspectateurs peuvent trouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Jean-Paul Gourevitch, démographe, spécialiste des migrations et de l'Afrique, merci d'être venu sur notre plateau. Merci.